Salut à vous les amis. Alors, bienvenue chez moi. Attendez, c'est plus Noël? Qu'est-ce que je fais avec ça moi? C'est pas un déguisement de Père Noël ça? Je me suis déguisé en quoi en fait là? Je me suis déguisé en professeur Kirel en fait. Ah non parce qu'en fait mon but c'était de me déguiser en Père Noël, hein, ici présent. Mais en fait comme j'avais rien pour faire Père Noël, je me suis dit bah je vais prendre tout ce qui est rouge chez moi. Et j'avais ça. Donc voilà. Voilà. Mais j'en profite pour vous souhaiter une bonne année en avance. J'espère que cette vidéo sera postée avant le 31, parce que sinon j'aurais quand même été un petit peu trop en retard. Pour ma défense, je dois dire que ce chapitre 811, bah, je l'ai pas du tout vu venir. Vous voyez, bon, il est arrivé comme ça la semaine dernière, et moi je me suis dit, enfin avant je m'étais dit bah, qu'il n'y aurait pas de chapitre à cause de Noël justement, à cause de la fin d'année. Et là on en a un. Alors a priori, la pause s'effectuera vraiment par contre jusqu'au 14 janvier. Donc les gars, je pense que je vais devoir vous nourrir avec des petites vidéos discussions, théories ou des trucs un petit peu annexes, parce que là pour l'instant on n'aura pas de chapitre d'ailleurs, ni pour Bleach, ni pour One Piece. Mais trêve de bavardage, passons au chapitre les amis. Et ce chapitre, mon dieu, ce chapitre qui clôt enfin l'ère des flashbacks, enfin, pas totalement, puisqu'il nous reste encore à savoir ce qu'il va advenir de Sanji face à Pecoms. Je vérifie quand même que j'ai pas une tronche trop naze. Mais ce chapitre était, disons, concluant. C'était une sorte de conclusion sur l'épopée des Mink, puisque... enfin l'épopée, l'introduction des Mink, puisque on a réussi un petit peu à reboucler la boucle. On est revenu au moment précis où Sanji donne le coup de pied à Chipset dans le chapitre, il me semble, 795 si je ne m'abuse. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire que ça y est, enfin, on peut repasser à l'histoire. Tous ces flashbacks nous ont expliqué un petit peu comment on en était arrivé là, comment est-ce que les Mink se sont fait, attaquer par les hommes de Jack. J'allais dire attaqué par Kaido, mais voilà, donc c'est bien 795, hein, je viens de vérifier. Donc 795, le début de l'introduction des Mink, avec voilà, le petit flashback avec Sanji, et ensuite là, maintenant, on est revenu à ce moment-là, et on va enfin pouvoir savoir ce qui s'est passé juste après. Donc ce chapitre commence par une page en couleur très étrange, et encore une fois, il faut toujours regarder ces pages en couleur parce qu'elles nous révèlent tout le temps des choses sur ce qui peut se passer ensuite. Bon, c'est jamais confirmé réellement, mais faut toujours se méfier un petit peu de ce que nous met Oda comme petits indices dans ces pages. Et donc on peut voir plusieurs choses. Premièrement, il y a tous les Mugiwara qui semblent en fait faire une espèce de réunion de fruits et légumes, même j'ai l'impression qu'ils ont fait les courses en fait. Et sur un sac, je crois, rempli de vêtements, il y a marqué Doskoi Panda, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Sanji, on le voit en premier plan, et il a une espèce de canette avec marqué All Women Are, et là il y a un G, on sait pas ce qu'il y a derrière. Et moi j'ai pensé à plusieurs mots, donc peut-être c'est All Women are Gift, sont des cadeaux, All Women Are Gone, sont partis, or All Women Are Gold, sont de l'or en fait. En l'occurrence, je pense que c'est peut-être plus Gold, vu qu'il y a le film Gold qui va s'annoncer. Donc peut-être je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec Sanji, une femme et Gold. Bon, on verra bien. En l'occurrence, il boit aussi ce qu'on appelle Lady Coffee, donc encore une fois lié aux femmes, et il y a un petit chiffre 98, en l'occurrence 98, c'est peut-être lié à un épisode, un chapitre ou je sais pas quoi, surtout, enfin potentiellement un chapitre, et le chapitre peut-être, je sais pas, 898, ça me paraît vraiment beaucoup trop loin, mais, ou je sais pas, non, 80, non, j'essaie de réfléchir, mais bon, vous voyez un peu ce que vous pouvez en faire. Mais la chose la plus intéressante, c'est ce qu'il y a marqué sur les sacs de fruits et légumes, où il y a marqué Yaoya. Alors Yaoya, la traduction toute bête, c'est marchand de fruits. Marchand de fruits, tout simplement. Donc ça fait du sens. Mais quand vous tapez Yaoya sur Google, vous allez trouver une légende tout de suite très rapidement sur Google, sur Wikipédia. J'ai été me renseigner sur cette légende, un petit peu partout sur internet, et en fait, le mot Yaoya est rattaché à la personne de Yaoya Oshichi, enfin, la prononciation... c'est pas ici que vous l'apprendrez. Et en fait, c'est une jeune femme japonaise qui est née en 1667 et est morte en 1183,
et elle a une triste légende autour de son personnage, et c'est une vraie personne, hein, a priori la légende est historique. Elle a en fait rencontré c'est durant l'époque Edo, elle vivait à Edo et elle vivait dans le quartier Hongo, un quartier qui était fait de maisons très très exiguës, très très étroites, et les incendies pouvaient très souvent se créer, se produire, d'où le réflexe de beaucoup de familles d'aller se réfugier dans le refuge Erioji, excusez-moi pour la prononciation horrible. Et donc, c'est à cet instant, hein, parmi ces réfugiés, un jour d'incendie justement, que Yaoya rencontre un jeune homme qui s'appelle Ekuta quelque chose, et elle en tombe amoureuse. Et à partir de là, elle veut le retrouver, et elle décide, pour pouvoir se rencontrer les deux familles dans le refuge, elle décide de reprovoquer un incendie, cette fois-ci par elle-même, artificiellement. Malheureusement, elle se fait prendre, elle se fait capturer, et elle se fera tout simplement exécuter et incendié sur un bûcher. C'était le prix à payer à l'époque pour incendier, enfin faire des incendies, provoquer des incendies. De là est née une légende en fait, à partir de ce personnage-là, née une légende d'une femme qui dépasse le danger le danger pour sa propre ville et pour sa propre personne, pour pouvoir retrouver en fait celui qu'elle aime. Alors, ça n'a pas vraiment de rapport avec One Piece pour l'instant, mais on peut imaginer tout à fait que cette référence à Yaoya aura un rapport plus tard avec Sanji. Sanji, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe entre lui et les femmes. Lui, c'est souvent son gag, c'est son running gag, mais ça peut délivrer aussi quelque chose de plus important sur Sanji. C'est aussi quelque chose qui forme son caractère, sa façon d'être. Et peut-être qu'il aura enfin une relation amoureuse, ou peut-être une relation qui s'approche de l'amour. On en a eu quelque chose avec Violette, mais peut-être qu'on aura quelque chose de plus poussé, encore une fois, quand on en saura un peu plus sur Sanji. Hein. Encore une fois, on sait que 2016 sera l'année de Sanji. Donc j'ai hâte d'apprendre bien plus sur ce personnage et de voir ce qui pourrait lui arriver au niveau relationnel. Ensuite, passons au chapitre en lui-même. Donc, il y a plusieurs points sur lesquels il faut que je passe. Donc, premièrement, on s'aperçoit que c'est César Clown qui a permis de faire s'évaporer le gaz, faire s'évacuer le gaz, qui est en fait un gaz qui s'appelle Koro, et du coup, grâce à sa connaissance, César Clown est capable de produire un gaz qui annule tout simplement les effets de Koro, et tout bêtement, c'est Roko. Ça nous dit juste un tout petit truc intéressant sur ce point, c'est que César Clown, là où je pensais que lui, son fruit c'était lié à un élément particulier et donc à un gaz toxique, je sais pas lequel, mais un gaz qui soit à la fois toxique et inflammable, déjà ça posait problème parce qu'un gaz ne peut pas être à la fois explosif et inflammable, il me semble. Le pouvoir de César Clown le fait bien. Mais là en fait, ensuite il a utilisé également l'air, donc ce qui prouve que c'est pas un élément qu'il peut maîtriser, c'est un état de la matière, ce qui est assez énorme quand même. Vous imaginez s'il y a un Logia qui peut maîtriser tous les liquides, c'est ouf quand même, enfin je veux dire, ça paraît dingue. Donc César Clown est définitivement un des plus puissants Logia, je trouve, hein. Plus versatile. Mais ce qui nous dit quelque chose, alors c'est que César Clown est tout à fait obnubilé par ce gaz et il trouve ça génial alors que tout le monde est en train de crever et lui il est là, quel truc génial, quelle merveille de la science que ce gaz qui tue des gens. Voilà, et donc c'est à ce moment-là que je pense que toutes les théories qui pensent que César Clown pourrait être un des membres de l'équipage, eh bien moi je leur dis non, tout simplement regardez, il y a trop de dissensions, trop de rupture avec les autres, et on voit encore que Chopper et Sanji sont toujours vraiment en colère contre César Clown, donc à mon avis il ne pourra jamais réellement être un ami ou un allié des Mugiwara. Ce gars-là sera à mon avis repris par un des méchants et réutilisé. Le fait qu'il ne soit pas mort ou pas des fesses, ça prouve qu'il sera réutilisé, et à mon avis il sera utilisé comme un méchant. Et finalement c'est possible, hein, parce que regardez Roblucci est réutilisé a priori comme un méchant. Donc en ce qui concerne César Clown également, il dit que les Mink pourraient être dangereux, pourraient être des cannibales. Et justement c'est très drôle parce qu'à ce moment même, ils arrivent au moment où tous les Mink sont quasiment mourants et seul Wanda, ou peut-être quelques autres, mais d'ailleurs Pedro également, on le voit juste après, et Sam Carotte également. Donc Wanda se précipite sur les Mugiwara et en particulier Nami, et elle croit que ce sont des hommes de Kaido. Et c'est vrai, au début je me suis dit putain mais Wanda, arrête de gâcher tes forces comme ça et essaie d'abord de comprendre la situation. Imagine, elle aurait tué Nami, ça aurait été, du moins blessé, ça aurait été catastrophique. Mais en même temps on peut comprendre la réaction parce qu'ils viennent de se faire trucider nuit et jour par un mec avec son équipage, et là ils voient réapparaître des gars qui ne sont visiblement pas des Mink. Donc ça peut être
naturel cette réaction. Et donc on voit que Wanda donc attaque Nami et a même une espèce de bâton de dynamite. Alors ça m'a toujours fait marrer parce que la dynamite, vous savez, enfin il me semble, hein, la dynamite ça sert à rien, c'est comme un pétard, ça va exploser dans ta main puis c'est tout. Ce qu'il faut pour que ce soit efficace, il faut que tu l'enterres. Enfin il me semble que c'est ça. Donc ça n'aurait pas fait grand chose à part, bon ça aurait blessé Nami c'est sûr, mais ça aurait surtout éclaté la main de Wanda. En ce qui concerne Wanda également, on apprend à son propos que c'est un oiseau royal et ça répond à une de mes questions que je m'étais posée, c'est qu'en fait les Mink, il n'y a pas que les gardiens et les mousquetaires, enfin disons la population de la nuit et la population du jour, il y a également en fait certains Mink qui ont le privilège de pouvoir vivre, qui ont le privilège de pouvoir faire l'inter-échange entre les deux communautés et pouvoir en fait servir de messager entre le duc et le maître. On apprend également que Carotte fait partie de cette organisation. Ça nous apprend pourquoi elle ne dort pas quand Sicilian lui-même, mousquetaire, lui s'écroule et se met à dormir. On voit également un petit passage de Pedro. Alors Pedro, lui, je trouve qu'il ressemble énormément à Riley. Enfin, je sais pas, la silhouette avec le manteau, les cheveux un peu comme ça, je trouve qu'il ressemble à Riley. Enfin, c'est un petit détail, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je pense pas que ça ait un intérêt quelconque, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Nami, j'aimerais bien préciser une chose sur Nami. Je trouve qu'elle a été assez impressionnante dans le chapitre, juste au moment où elle se fait attaquer par Wanda. Déjà, elle part l'attaque d'une épée quand même avec son Climatact, qui certes en métal, mais bon, c'est pas non plus une arme. Et enfin, c'est pas non plus une arme d'attaque directe, si vous voyez ce que je veux dire. Et également, ensuite, elle fait une espèce de backflip et elle se retrouve, je sais pas trop d'ailleurs comment elle fait ça, mais elle se retrouve sur Wanda comme ça, et je trouve que c'est assez impressionnant, ce qui prouve que Nami ne s'est pas juste contentée d'apprendre des trucs météorologiques, mais également elle s'est entraînée avec son bâton, et ce qui me fait penser qu'au tout début, Nami, elle maîtrisait le bâton, le tri-bâton, c'est-à-dire un bâton qui peut se diviser en 3 parties. Et c'était son arme, il n'y avait rien d'autre, et c'était avec ça qu'elle pouvait vite fait se battre contre certains pirates de Baggy, enfin bon, des merdes, hein, mais voilà. Donc c'est intéressant qu'elle retourne un petit peu aux sources de sa façon de combattre. Ensuite, on a un petit moment avec Chopper qui prend les rênes de la situation. Ouais, ma vie est bien... Wow. Non mais j'avais écrit ce jeu de mots, je m'étais dit putain ça va être génial, et voilà. J'espère que vous l'avez compris au moins, hein. Prendre les rênes... R-E-N-E-S, mais aussi les rênes R-E-2-N-E-S. Ouais, bon. Ok. Allez, on y va. Wouh. Oui, donc, Chopper et Nami, ensuite toute la compagnie. Chopper, il se vénère vachement, il est là. Oui, il faut, allez, on se bouge, là, on arrête de rêvasser, on s'y met, allez, l'hôpital, il est où, tout ça. Et également, on voit que Chopper a quand même a des connaissances sur comment traiter le gaz, comment traiter l'antidote de poison. Et on voit qu'il soigne tour à tour plein de gars, en fait tout le monde, mais on voit qu'il soigne également Beppo, premièrement Neko Mamushi, Inuarashi, on les voit, Neko Mamushi avec le bras coupé. On voit d'ailleurs que Neko Mamushi est putain d'énorme, hein. On voit Sanji dessus, il est super bien. On voit également Blackback, le gros gorille, on voit Sicilian, et on voit surtout, donc je disais, Beppo, ce qui prouve que Beppo a participé au combat comme un gardien, comme un vrai gardien, et donc c'est de là qu'il a eu ses bandages quand on l'avait revu, je sais plus quel chapitre. Donc ensuite, on voit Sanji, alors non, justement, je me mélange. On ne voit pas Sanji, justement, Zoro fait remarquer que César Clown et Sanji, lorsque Nami raconte l'histoire, non pas Nami, Wanda raconte l'histoire, enfin je sais plus qui raconte l'histoire au bout d'un moment, mais enfin bon, César Clown et Sanji ne sont toujours pas parmi eux, et pourtant dans l'histoire ils ne sont toujours pas partis, il nous manque juste cet élément. Donc on apprend que malheureusement, les Mugiwara n'ont pas tout à fait semé Big Mom. Et c'est vrai, je me suis dit, mais c'est d'une connerie, Ils ont gueulé, je crois que c'est ça, hein. J'irai relire le chapitre, mais ça m'a semblé tellement bête. Ils ont gueulé, ouais, on va sur Zoo. Mais, ils ont des oreilles, les Big Momers. Ils entendent. Donc évidemment, ils les ont suivis. Et ce que disait Nami exactement à ce moment-là, c'est que la grande efficacité de cette île, le point fort pour ne pas se faire rattraper quand on va sur Zoo, c'est justement que Zoo est une île qui bouge, c'est une île qui n'a pas qui ne peut pas être référencée par le log pause. Elle peut pas être
elle peut pas être retrouvée par le log pause. Et là, malheureusement, sur le bateau de Big Mom, on apprend, et évidemment, c'était putain d'évident, qu'on a un Minkman parmi l'équipage, et c'est Pecoms, le Mink Lion. D'ailleurs, Pecoms, qui est un Freezoan de la tortue, et qui est évidemment une référence à la tortue lion du background, des légendes et du folklore chinois. Évidemment, Pecoms connaît tout de l'île. On ne sait toujours pas ce qui va être l'antagoniste finalement. Puisque Pecoms arrive et Jack était pour l'instant le premier antagoniste de cet arc. Mais c'était un antagoniste de flashback. Pour l'instant, on ne l'a jamais vu en vrai, en direct. Et Big Mom arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, alors qu'on avait déjà toute une histoire avec un homme de Kaido. Et là, c'est un autre empereur qui rentre en jeu. Et on sait que les 4 empereurs sont prêts à se taper dessus avec la marine, le gouvernement mondial et tout le monde. Il suffit d'une étincelle pour que Kaido lance sa guerre. Si Big Mom arrive sur une île, du moins un homme de Big Mom, et que lui-même est un Mink, et qu'il voit que Jack a massacré des Mink, ou peut-être qu'il interprète que c'est les Mugiwara, enfin bon, il peut se passer encore plein de trucs. Mais le fait qu'il y ait un nouvel acteur dans le game là, c'est assez énorme. Dans ma dernière review, j'avais un petit peu fait la liste de tous ceux qui se ressemblaient, mais sans m'en rendre compte, j'ai fait la liste de tous les acteurs qui sont un peu les nouveaux gamers, quoi, les nouveaux mecs qui pèsent. On a Jack et Kaido, on a les mecs de Big Mom qui sont en train d'arriver. On sait toujours pas ce qui est arrivé de l'alliance Hawkins, et on ne sait toujours pas ce qui est arrivé lui-même de Kaido. On ne sait pas si Jack est mort ou vivant, on ne sait pas ce que foutent les révolutionnaires face à Barbe Noire, on ne sait toujours pas ce que foutent le CP0, et on ne sait toujours pas ce que fout NR si, Dieu veut, j'espère, il va revenir. Enfin bon. Et également, il nous manque l'aventure Weeble et l'équipage de Marco. Également, il nous manque aussi de savoir les péripéties annexes de tous les membres de l'Alliance de Luffy. Donc tout ça forme une variété d'acteurs qui ne demandent qu'à exploser en fait. Donc je trouve ça génial. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc on peut également imaginer que Pecoms, vu qu'il dit qu'il prendra un mec avec lui, qu'ils seront 2, donc il est avec le baron Tamago, puisqu'ils sont souvent par paire, il y a souvent ce duo. Et donc, que va-t-il se passer? Donc, Sanji face à Pecoms. Vu qu'on est encore dans le flashback, et que Pecoms n'est plus sur l'île de Zou, il s'est passé quelque chose. Et l'agent Big Mom n'est plus sur Zou. Donc, ce qui veut dire que, a priori, les tensions entre Big Mom et Zou, et l'équipage de Mugiwara, sont terminées. Mais il y a 3 agents qui ne sont pas expliqués. Pecoms n'est plus là, César Clown n'est plus là, et Sanji n'est plus là. Il faut également rajouter à ça le fait que Raizu n'a toujours pas été mentionné dans le manga, on ne sait toujours pas quel enjeu il représente. Également, il faut préciser que Nekomamushi et Inuarashi sont a priori, selon Pedro, des éléments très importants pour l'enjeu d'une envergure globale, mondiale, et on ne sait toujours pas pourquoi ils sont si importants. Donc moi je conclue un petit peu ce chapitre 811 sur une grosse question. Que va-t-il se passer? Évidemment c'est celle que tout le monde se pose, mais Sanji... Et alors est-ce que c'est un rapport avec ses origines? On avait tous spéculé que peut-être il s'était enfui parce qu'il voulait pas causer de problème un peu à la Robin face au CP9. Mais là, vu que c'est Big Mom qui vient à sa rencontre, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus lié à la cuisine? Ça me ferait chier que ce soit juste Sanji qui se soit un peu marchandé et en gros il s'est vendu en tant que cuisinier et voilà. Moi ça me ferait chier que ce soit ça parce que je trouve que ça réduirait vraiment l'impact mystérieux qu'a pour l'instant l'absence de Sanji et aussi le Only Alive. Mais par contre, on est certain qu'il y aura quelque chose à voir avec ça parce que Sanji va avoir son passé et son futur au sein des Mugiwara complètement bouleversé dans l'année 2016. On le sait, c'est quasiment confirmé. Donc voilà, moi je pense que le fait que Big Mom arrive ici, ça peut à la fois contribuer à rendre l'histoire avec Sanji peut-être un petit peu moins hypé, peut-être un petit peu moins intéressante que si c'était juste Sanji qui partait en mode loup solitaire. Cela dit, ça peut encore arriver, on ne sait pas. Ou alors, ça peut arriver quand même, l'arrivée de Big Mom, ça peut donner quand même quelque chose de très intéressant parce qu'on ne sait toujours pas si Big Mom sera un acteur
antagoniste ou allié de Luffy. On ne sait toujours pas ça, les amis, on ne sait pas ça. Oui, il y a eu une altercation entre Luffy et Big Mom, mais il y a eu des altercations entre Luffy et Franky aussi, il y a eu des altercations entre Luffy et je sais pas qui, enfin plein de personnes, entre Crocodile et Luffy. Ensuite, il s'est fait aider par lui à Impel Down et Marineford, donc il peut arriver absolument tout. Donc les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente année 2016 en avance. Mes meilleurs vœux pour vos vies, vos familles, tout ce que vous voulez, vos entreprises, ce que vous voulez, voilà. Et pour la suite, eh bien, sans doute je ferai une vidéo discussion ou théorie sur les zones mythiques, comme je l'avais prévu. Et jusqu'ici, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine.